Le traité sur l'âme d'Aristote, livre 1er, chapitre 2, sommaire du chapitre 1er. Opinion des philosophes antérieurs sur l'âme. Elles se rapportent toutes à deux caractères de l'âme, le mouvement et la sensibilité. Pour le mouvement, opinion de Démocrite, de Leucippe, des pythagoriciens et d'Anaxagore. Pour la sensibilité et la connaissance, opinion d'Empédocle, de Platon et de quelques autres, de Démocrite, d'Anaxagore, de Thalès, de Diogène, d'Héraclite, d'Alcméon, d'Hippon, de Critias. Exception pour Anaxagore, diversité des systèmes sur l'espèce et le nombre, des principes des choses. Puisque nous nous proposons d'étudier l'âme, il est nécessaire en même temps que nous indiquions les doutes qu'il faut lever, d'examiner et de recueillir, avant d'aller plus loin, les opinions de tous ceux qui antérieurement en ont dit quelque chose. Nous leur emprunterons ce qu'elles ont de vrai, et s'il y a quelques erreurs, nous apprendrons à nous en défendre. Le début de notre recherche, c'est de poser tout d'abord les principes qui paraissent le plus évidemment appartenir à la nature de l'homme. Ainsi, l'être animé semble différer de l'être inanimé par deux choses, surtout le mouvement et la sensibilité. Ce sont là aussi les deux seules distinctions à peu près que les anciens nous ont transmises sur l'âme. Quelques-uns en effet disent que l'âme est surtout et premièrement ce qui produit le mouvement, pensant que ce qui ne se meut pas soi-même peut encore moins mouvoir un autre. Ils ont cru que l'âme était un des êtres qui se meuvent. Voilà d'où vient que Démocrite a pensé qu'elle était un feu et quelque chose de chaud. Les figures selon lui étant infinies ainsi que les atomes, il appelle feu et âme les atomes, sphéroïdes, comme ces corpuscules flottant dans l'air qu'on aperçoit grâce aux rayons du soleil pénétrer à travers les fentes des portes. Dans sa théorie, ces atomes semés partout sont les éléments de la nature entière. L'opinion de Leucippe est toute pareille. Tous deux ont imaginé que parmi les atomes, ceux qui étaient sphéroïdes formaient l'âme parce que les petits corps doués de cette forme peuvent très facilement pénétrer partout et mouvoir tout le reste, puisqu'ils se meuvent eux-mêmes. Démocrite et Leucippe ont donc admis que c'est l'âme qui donne le mouvement aux êtres animés. C'est par la même raison qu'ils ont dit que le souffle est la mesure même de la vie. L'ensemble des corps contractant et broyant celle des figures qui donnent le mouvement aux êtres animés, parce qu'elles-mêmes ne sont jamais en repos, elles reçoivent un utile secours de particules du même genre qui, de l'extérieur, pénètrent dans le corps durant la respiration. Ce sont ces dernières qui empêchent que celles qui sont dans les animaux ne s'anéantissent en les aidant à repousser la force qui les contracte et les coagule. Les animaux, ajoute-t-il, vivent tant qu'ils sont capables d'accomplir cette fonction. Ce que disent les pythagoriciens semble avoir le même sens. Quelques-uns d'entre eux ont aussi soutenu que l'âme est les corpuscules qui voltigent dans l'air. D'autres ont prétendu seulement qu'elle est ce qui donne le mouvement à ces corpuscules. Si l'on en parle ainsi, c'est que ces petits corps paraissent toujours se mouvoir, quelle que soit d'ailleurs la profonde tranquillité de l'air. C'est à cela encore que revient l'opinion de ceux qui avancent que l'âme est ce qui se meut soi-même. Tous ces philosophes semblent penser que ce qui est surtout propre à l'âme, c'est le mouvement, et que c'est par elle que toutes les autres choses sont mises en mouvement, l'âme pouvant en outre, selon eux, se mouvoir elle-même, parce qu'ils ne voient pas de moteur qui ne soit mu aussi lui-même. C'est encore de la même façon qu'Anaxagore prétend que l'âme est la cause du mouvement. Si c'est lui ou tel autre qui a dit que l'intelligence meut tout l'univers. Cependant, la pensée d'Anaxagore n'est pas tout à fait celle de Démocrite. Démocrite soutient que l'âme et l'intelligence sont absolument la même chose, puisque le vrai, à son avis, est ce qui paraît à chacun de nous,
Et voilà comment il justifiait Homère d'avoir présenté Hector comme changeant de pensée. Mais il ne regarde pas l'intelligence comme une faculté d'atteindre la vérité. Il confond l'âme et l'intelligence. Pour Anaxagore, il est moins clair sur ce sujet. Ainsi, il dit souvent que l'intelligence est la cause du beau et du bien. Mais ailleurs, il dit aussi que l'intelligence est l'âme, qu'elle est dans tous les animaux grands et petits, bas et élevés. Cependant, on peut voir que sous le rapport de la pensée, ce qu'il appelle l'intelligence n'est pas du tout également réparti entre tous les animaux, ni même entre tous les hommes. Ainsi donc, ceux qui ont considéré les êtres animés sous le point de vue du mouvement ont admis que l'âme est ce qu'il y a de plus capable de le produire. Mais ceux qui considèrent l'animal en tant qu'il connaît les choses et qu'il les sent ont prétendu que l'âme est les principes mêmes des choses. Les uns d'ailleurs admettant plus d'un principe, les autres n'en admettant qu'un seul. Ainsi Empédocle voulait qu'elle vînt de tous les éléments et que chacun d'eux fût une âme. Et il disait, par la terre nous voyons la terre, l'eau par l'eau, par l'air l'air divin, par le feu qui consume, par l'amour l'amour, et la discorde par la discorde funeste. C'est également ainsi que dans le Timée, Platon fait venir l'âme des éléments. D'après lui, le semblable est connu par le semblable, et les choses viennent des principes. C'est encore la même théorie qui a été exposée dans les traités intitulés « De la philosophie ». Pour Platon, l'animal en soi vient de l'idée même de l'un et des premières longueurs, largeur et profondeur, et pareillement pour tous les autres êtres. Platon dit encore sous un autre point de vue que l'intelligence est l'unité et que la science est le nombre deux. En effet, ce qui ne prend les choses qu'en un sens se rapporte à l'unité. De plus, le nombre de la surface, c'est l'opinion, et celui du solide, c'est la sensation. C'est que dans le système de Platon, les nombres passent pour les idées mêmes et les principes des choses, et ils viennent des éléments. Quant aux choses, elles sont discernées les unes par l'intelligence, les autres par la science, ou par l'opinion ou par la sensation, et ces nombres sont les idées des choses. D'autre part, comme l'âme semble à la fois et quelque chose qui meut et quelque chose qui connaît, il y a des philosophes qui, combinant ces deux caractères, ont prétendu que l'âme est un nombre qui se meut lui-même. Du reste, les philosophes sont loin d'être d'accord sur les principes, ni pour l'espèce, ni pour le nombre. Et d'abord, les uns font les principes corporels, les autres les font incorporels, et d'autres enfin les mêlent et les expliquent en les tirant de ces deux notions combinées. Ils ne s'accordent pas davantage sur la quantité des principes, ceux-ci n'en reconnaissant qu'un seul, ceux-là en admettant plusieurs, et c'est d'après ces considérations qu'ils rendent compte de l'âme. D'ailleurs, ils ont supposé, et non sans raison, que la puissance de produire le mouvement est la nature propre des causes premières. De là, quelques-uns ont pensé que l'âme est le feu, car le feu est de tous les éléments celui qui a les parties les plus ténues et qui est le plus incorporel. En outre, il se meut lui-même et meut tout le reste primitivement. Démocrite s'est expliqué sur ce point plus clairement que qui que ce soit, en spécifiant les causes de chacun de ces deux caractères. Dans son opinion, l'âme est identique à l'intelligence, elle appartient au corps premier et indivisible, et elle donne le mouvement à cause de la petitesse de ses parties et à cause de sa figure. Il ajoutait que la plus mobile de toutes les figures, c'est la sphère, et il en concluait que telle est aussi la forme de l'intelligence et du feu. Anaxagore semble distinguer l'âme et l'intelligence, comme nous l'avons déjà dit plus haut, bien qu'il les emploie toutes deux comme si c'était une seule nature. Pourtant, il fait surtout de l'intelligence le principe de toute chose. C'est ainsi qu'il dit que seule de tout ce qui est, l'intelligence est simple, sans mélange et pure.
Il attribue à un même principe tout à la fois et de connaître et de mouvoir, quand il avance que l'intelligence meut l'univers. Thalès aussi peut être rangé parmi ceux qui passent pour avoir considéré l'âme comme ce qui produit le mouvement, car il disait que la pierre d'aimant a une âme parce qu'elle meut le fer. Diogène aussi bien que quelques autres, a cru que l'âme est de l'air, parce que l'air, selon lui, est de tous les corps celui qui a les parties les plus ténues et qu'il est le principe de tout. À son avis, c'est pour cela que l'âme a la connaissance et qu'elle produit le mouvement. Et tant qu'elle est cause première et que tout le reste vient d'elle, elle connaît les choses, en tant que ses parties sont les plus ténues, elle est motrice. Héraclite admet bien aussi l'âme pour principe, puisque dans son système, elle est l'exhalaison dont il forme tout le reste. Il ajoute qu'elle est la plus incorporelle des choses, qu'elle est dans un flux perpétuel, et que le mobile est connu par le mobile. C'est qu'il croyait, ainsi que bien d'autres, que toutes les choses sont en mouvement. Les opinions d'Alcméon sur l'âme semblent s'être rapprochées beaucoup de toutes celles-là. Il dit qu'elle est immortelle, parce qu'elle ressemble aux immortels, et qu'elle a ce privilège parce qu'elle est dans un mouvement éternel, et que tous les corps divins se meuvent éternellement sans interruption, la lune, le soleil, les astres et le ciel entier. Quelques-uns plus grossiers sont allés jusqu'à déclarer que l'âme est de l'eau, et tel est Hippon. Ils semblent avoir tiré leur explication de la semence qui, chez tous les êtres, est liquide, car Hippon blâme ceux qui prétendent que l'âme est du sang, parce que, dit-il, la semence n'est pas du sang, et que c'est elle qui est la première âme. D'autres, comme Critias, ont soutenu que l'âme est du sang, supposant que le propre de l'âme c'est de sentir et que nous n'avons la sensation que par la nature du sang. C'est qu'en effet tous les éléments ont eu leurs partisans excepté la terre. Nul ne l'a prise pour le principe de l'âme, si ce n'est qu'on a dit que l'âme se formait de tous les éléments et qu'elle les était tous. Ainsi tous les philosophes, on peut le dire, définissent l'âme par 3 caractères, le mouvement, la sensation et l'immatérialité, et chacune de ces explications est rapportée au principe. Aussi les philosophes qui limitent l'âme à la connaissance la font-ils un élément ou un composé d'éléments, et ils disent tous à peu près la même chose, si l'on en accepte un seul. Selon eux, le semblable est connu par le semblable, et comme l'âme connaît tout, ils la font un composé de tous les principes. Mais ceux qui ne reconnaissent qu'une seule cause et un seul élément soutiennent que l'âme est cet élément unique, soit le feu, soit l'air, et ceux qui admettent plusieurs principes disent également que l'âme est multiple. Anaxagore seul prétend que l'intelligence est impassible et qu'elle n'a rien de commun absolument avec tout le reste. Mais dans cette condition, comment et par quelle cause l'intelligence pourra-t-elle connaître quoi que ce soit ? C'est ce qu'il n'a pas dit. Et d'après ce qu'il a dit, ce point n'est pas très clair. Ceux qui croient à des oppositions dans les principes composent aussi l'âme avec les contraires. Et quand on admet qu'un seul des contraires, soit le chaud, soit le froid, ou tel autre principe analogue, on est amené à faire de l'âme un seul de ces principes. Voilà pourquoi, en adoptant des expressions conformes à ces théories, les uns disent que l'âme est le chaud, parce que c'est aussi par là que l'on désigne la vie. D'autres disent qu'elle est le froid, parce que l'âme est ainsi nommée à cause de la respiration et du refroidissement que la respiration donne au corps. Telles sont donc les opinions qui nous ont été transmises sur l'âme, et telles sont les raisons sur lesquelles elle s'appuie.